Allons-y tranquillement. Donc, bienvenue à tous à notre causerie fromagère du 18 février. On va parler aujourd'hui des coûts cachés d'une coagulation non maîtrisée. Comment faire pour reprendre le contrôle? C'est Monsieur Olivier Lorrain de l'entreprise Réolution qui va nous parler de ça ce matin. Donc, avant de faire la présentation d'Olivier, je vous rappelle nos petites consignes habituelles. Euh, Fermez les micros pendant la présentation pour éviter les bruits de fond. Vous pouvez laisser vos caméras ou vous manifester pendant la causerie. Vous pouvez ouvrir votre caméra, il n'y a pas de problème. Vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure. Olivier est prêt à prendre des questions au fur et à mesure. Et si vous préférez y aller avec la main levée, je vais surveiller les mains levées et poser la question à votre place à Olivier, mais vous pouvez intervenir directement aussi si vous le préférez. Donc, je pense qu'on a fait le tour des consignes et puis je vais présenter Olivier. Donc, Monsieur Lorrain est technologue en senior en sciences fromagères pour Réolution Incorporée et supervise les activités de vente technique pour le secteur laitier et agroalimentaire au Canada et aux États-Unis. Il accompagne les clients dans la maîtrise et l'optimisation de la coagulation du lait et aide les fromageries à réduire leurs coûts de production tout en valorisant les données issues de leur production. Olivier apporte plus de 18 ans d'expérience dans l'industrie fromagère et agroalimentaire. Son parcours professionnel l'a trimballé, c'est Olivier qui le dit, là, c'est pas moi, en fabrication fromagère à travers le monde, à devenir le deuxième conseiller en technologie fromagère pour le Centre d'expertise fromagère du Québec, en passant par la gestion de production fromagère, la vente de cultures laitières pour l'Allemand Specialty Culture, en passant par l'équipe de R&D des services techniques corporatifs chez Saputo. Son expérience se porte principalement sur les procédés de fabrication fromagère, la sélection des ingrédients, la R&D, l'analyse des causes racines, l'efficacité des procédés, l'amélioration des rendements et la qualité des produits. Olivier est titulaire d'un DEC en technologie des procédés et de la qualité des aliments de l'ITAC, campus Saint-Hyacinthe, et d'un diplôme universitaire en fromagerie, technologie, innovation et qualité de l'Université de Lorraine en partenariat avec l'École nationale de l'industrie laitière de Poligny et de Mamirol sous la direction des scientifiques laitiers renommés tels que Yves Gauzer, Bernard Mietton et Jamal Kepchaoui. En dehors du travail, Olivier aime cuisiner, faire de la randonnée, réaliser des projets personnels de bricolage, des projets de micro-électronique, lire de la science-fiction, approfondir ses connaissances en sciences et technologies. Donc, maintenant qu'on sait tout d'Olivier, je lui laisse la parole. Vas-y, c'est à toi. Merci. Alors, bonjour à tous. Plusieurs d'entre vous, on se connaît. On s'est croisés un peu partout. Aujourd'hui, en fait, maintenant chez Révolution, on va présenter un peu ce qui peut se produire lorsqu'on ne maîtrise pas notre coagulation. Puis un peu des méthodes qu'on peut utiliser pour reprendre notre contrôle de production. Juste pour une petite introduction, Révolution, on est une entreprise, dans le fond, montréalaise. On conçoit, produit et commercialise des instruments de laboratoire dans le domaine agroalimentaire et dans le domaine des sciences de la vie. On est basé à Montréal. On a aussi une division en France, en Europe, à La Rochelle. Et on a plus de 95% de notre production qui est à l'exportation. On est protégé, dans le fond, notre technologie, elle est protégée par 11 brevets internationaux. Puis, on sert des clients de toute taille, des multinationales, des PME, des startups, des universités, des centres de recherche, etc. Et on travaille quand même avec beaucoup de fromageries. On travaille avec des entreprises dans la gélatine, dans les présures, un peu partout. Et dans les sciences de la vie, dans le fond, on touche à plein de facteurs. Donc, pour un peu expliquer c'est quoi la technologie coagulance, ceux qui n'ont pas travaillé avec ou l'ont pas utilisé, dans le fond, la base est sur le coagulance flex, qui est un équipement
dans ce cas-ci, portatif. Celui-là, on peut le déplacer dans le fond d'usine en usine. Puis, on contrôle dans le fond la température dans une chambre thermique. Puis, on va prendre un échantillon de lait après emprésurage et homogénéisation du lait dans la cuve. Donc, on va déposer cet échantillon-là dans un porte-échantillon qu'on va voir un peu plus loin. Et on va mesurer, dans le fond, plusieurs paramètres qui vont nous donner par la suite une courbe de coagulation en temps réel pendant que ça se fait en cuve. Donc, tout ça, c'est des données qui sont enregistrées sur l'instrument et on a une tablette, dans le fond, Windows qui nous permet de voir un peu qu'est-ce qui se passe dessus. On a la version aussi industrielle qui va en fait pour les usines. Donc, la version industrielle, on a la version connectée au PLC et non connectée au PLC des cuves. Donc, la version non connectée, elle, on peut prendre l'information et avoir accès par un ordinateur dans le réseau. Mais la version connectée peut aussi parler à la cuve, avoir des informations qui lui est envoyées, les numéros de cuve, etc. Et elle peut aussi, si on lui donne l'autorisation, démarrer le décalage, etc. Donc la technologie est vraiment basée sur la coagulation du gel, puis la maîtrise de la coagulation du gel. Donc, en soi, c'est vraiment, on a un porte-échantillon ici, donc qui a à peu près 7 millilitres dedans, en fait, qui a 7 millilitres dedans. Et on a une membrane flexible ici qui, lorsqu'on met le lait à l'intérieur, dans le porte-échantillon, le lait, on prend la même température que ce qui est dans la cuve et on met la chambre thermale du coagulant à la même température que la cuve. Dans le cas du PLC, ça peut se faire en feedback loop, dans le fond, par le PLC. Et dans le fond, cet échantillon-là, on va analyser ses propriétés rhéologiques en temps réel pendant que ça coagule dans la cuve. Et on va avoir une courbe, dans le fond, on va prendre le G' dans le cas du lait. Dans le cas du lait, on n'a que le G', pas la tangente delta, le G'. Mais dans le cas du yaourt, on pourrait avoir le G', G' et tangente delta. Donc, je ne rentrerai pas trop tôt dans les détails de ça. On va le voir un peu plus loin. Mais c'est ça. C'est en fait, on fait un peu comme Jurassic Park. On applique des vibrations, on voit comment ça déflecte, puis on a un algorithme en arrière qui transfère ça en Pascal, en fermeté, au fil du temps. Très vulgarisé, hein? Et dans le fond, on a aussi le choix pour la version, exemple, quand on fait du yaourt. Dans le cas d'un fromage, c'est moins pertinent, mais dans le cas des yaourts, on peut prendre de l'échantillon, le porte-échantillon, vu que c'est non destructif, et on peut le mettre en incubateur, reprendre des échantillons plus tard dans le futur et voir comment notre gel se dégrade dans le temps, voir comment il est influencé par le refroidissement, etc. Donc, ça, c'est juste pour couvrir un petit peu là-dessus. Et en fait, qu'est-ce que ça donne? Ça va nous donner des courbes. Donc, ces courbes-là, en tant que fromager, on les ressent quand on fait nos tests de fermeté de gel, quand on fait notre temps de prise, etc. Dans le cas je vais essayer de prendre un crayon si je suis capable. Si je fais des barbeaux, dites-moi-le. OK. Si on regarde ici, donc dans ces coins-là, généralement autour de entre 4 et 10 pascal, on va avoir le temps de prise. Donc le fromager, certains fromagers vont avoir une capacité de voir le temps de prise plus tôt, d'autres un peu plus tard. Ça dépend vraiment. Donc généralement, on essaie de calibrer en fonction de la réalité de la fromagerie. Donc, quand on a ici le temps de prise, c'est vraiment juste la transition de phase liquide à semi-solide. Et on va avoir la courbe qui va accélérer au fil du temps. Donc, si on regarde à droite, la vitesse d'accélération ici se fait. Et quand on arrive au pic ici, dans ce cas-ci autour de plus ou moins 5-6 minutes, on va avoir la vitesse maximum d'accélération. On va en parler un peu plus tard, mais la vitesse max est souvent corrélée avec le point où il y a le plus de pression dans le cahier qui a une capacité lui-même d'égouttage passif.
Et aussi, c'est souvent là qu'on va associer la capacité au caillé de guérir lui-même, donc de mieux se guérir par la suite. Donc, par contre, c'est pas adapté à toutes les fromageries, non, à tous les types de fromages, et on va le voir un peu plus loin. Donc, juste pour avoir un peu une vision plus euh, fromagère, donc les gels très, très faibles en Pascal vont être souples et les gels beaucoup plus élevés en Pascal vont être fermes. Donc, quand on fait de la pâte molle, on va souvent dire cahier ferme, pâte molle, cahier mou, pâte ferme. Ben, c'est un peu ce qui se passe ici. Dans le fond, notre fermeté, on va décailler à différentes fermetés et on va capter plus ou moins d'humidité en parallèle. Donc, et ici, ce côté-ci, plus ça va haut, ça c'est une vitesse de coagulation en pascal par seconde, donc c'est des dérivés de calcul. Je n'entrerai pas trop dans les détails, mais plus ça va, c'est bas, plus c'est lent, plus ça va haut, plus c'est rapide. Et là, je ne suis pas capable de passer. Voilà. Donc, on va juste prendre en considération, excusez-moi, le petit truc jaune m'énerve. Voilà. Donc, on va juste passer un peu des concepts de métrologie qui sont importants dans le cas de la fromagerie. Surtout, plus on va être précis, plus on veut avoir des résultats qui sont proches et rapprochés. Donc, on va prendre un peu le concept de la précision des données de production. Donc, on a deux concepts en métrologie qui sont importants. On a le concept de l'exactitude et on a un concept de justesse. Donc, si on parle de l'exactitude, c'est vraiment, on va voir à quel point nos données sont proches d'elles et de la vraie valeur. Euh, Puis, la justesse, c'est en fait à quel point les données concordent entre elles. Donc, à quel point ils sont rapprochés. Si on regarde sur le graphe, on prend un peu l'équivalent de... Ici, toutes les données en moyenne vont arriver à peu près au centre. Donc, c'est exact, mais ce n'est pas juste. Donc, et plus on va s'éloigner en fait de la réalité, moins l'information va être exacte. Plus on va se rapprocher des points qui sont très, très proches l'une de l'autre, des points de données, plus on va être juste. Donc, des données qui sont exactes et justes sont vraiment le bullseye. Donc, c'est ce qu'on cherche à avoir le plus possible. Par contre, on peut avoir une donnée qui est très juste, mais pas exacte parce qu'elle est, un appareil est décalibré, parce qu'on n'a pas la même donnée, mais on a un biais qui est présent. On sait qu'on est hors de notre analyse normale. Donc, qu'est-ce qui est important, c'est que la précision, en fait, moins on est précis, plus notre procédé va avoir de la variation. Moins qu'on a de contrôle sur notre procédé, plus qu'il y a de risque d'avoir des fromages qui vont être hors objectif ou hors norme. Et ça veut dire aussi plus qu'il va y avoir de risques d'avoir des fromages déclassés ou, dans le cas, on va appeler ça des fois des B-grade cheese, qui sont soit trop humides ou qui sont trop mous pour être coupés, etc. Donc, ça, en tout, le tout d'un manque de précision rend plus difficile aussi d'avoir une bonne rentabilité en entreprise et d'avoir une qualité de fromage constant. Parce que plus ton produit varie, plus que ton nom en tant que fromagerie va être impacté aussi. Donc, juste pour revenir un peu sur la répétabilité aussi, donc nos instruments, nous, on les calibre pour s'assurer qu'ils sont répétables. Donc, à toutes les fois qu'on fait des tests, le même instrument, on va prendre des doses de coagulants, deux doses de coagulants différents et on va faire trois répétitions chaque à toutes les fois pour s'assurer qu'on est dans les clous. Donc, le lait, c'est le même lait initial, etc. Et on va faire aussi des tests inter-instruments. Donc, est-ce que notre instrument se représente la même chose avec nos autres instruments fabriqués? Donc, ça donne que notre procédé, en fait, a naturellement
un bruit de fond, il y a de la variabilité du procédé qui provient de la variabilité saisonnière des laits, notre traitement thermique, si on a beaucoup de variabilité dessus, notre température de passeau varie, etc. On peut avoir aussi un pH à l'emprésurage qui va varier, puis une cinétique d'acidification qui peut varier, donc qui peut avoir un impact. Et nos températures, elles, sont un peu le cœur de notre coagulation. Les... Si on gère bien nos temps et nos paramètres de cuve, ça aussi, c'est un facteur de variabilité de notre procédé. Puis, on a notre standardisation de lait, nos doses de chlore de calcium, les doses et choix de coagulants, la technologie fromagère. Puis, un facteur très important, c'est le savoir-faire puis le roulement de personnel. Donc, en fromagerie, de plus en plus, on a de la misère à trouver des personnels qualifiés et du personnel qui a aussi des connaissances. Donc, c'est difficile d'avoir des personnes qui ont de l'expérience fromager, mais aussi ou une formation en fromagerie. C'est partout dans le monde, c'est rendu la même réalité. Donc, tout ça cause qu'on a des variabilités dans notre procédé. Puis ces variabilités-là vont affecter notre rentabilité fromagère. Donc, par l'écart type, dans le fond, on va augmenter notre écart type d'humidité, ça va varier plus en humidité. Euh, les coefficients de récupération de la matière grasse vont varier plus aussi. Puis on va voir aussi les coefficients de récupération des solides non gras aussi vont varier. Tout ça, ça fait que ça affecte notre rendement fromager. Donc, si on parle un peu de rendement et de coefficient de récupération de la matière, euh, qu'est-ce qui affecte en fait cette récupération de la matière des solides du lait? Il y a bien sûr notre qualité de lait. Donc, ça, c'est des paramètres que nous, en tant que Révolution, on ne contrôle pas. Ça, c'est vraiment à la ferme, s'assurer qu'on a des bonnes relations avec les fermiers. Après, une autre chose qui peut être important, c'est si on a des flores psychotrophes dans notre lait. Donc, si on rince, il reste de l'eau dans le fond de notre silo, des trucs comme ça, qui peut avoir la présence de psychotrophes. Si le lait à la ferme a la présence de flores psychotrophes, on peut aussi affecter la récupération des solides du lait. Mais un autre gros facteur qui, là, c'est dépendant de la fromagerie, c'est le temps d'entreposage au froid de ces laits-là. Plus on entrepose longtemps, plus notre matière, nos caséines peuvent se dégrader et se solubiliser. Et nos minéraux aussi vont se solubiliser dans la phase de l'eau du lait. Donc, ça va causer des problématiques, dans le fond, de récupération de matière. Mais aussi, on va avoir en fait, plus le temps d'entreposage est long, plus les psychotrophes vont attaquer notre lait. Donc, ils vont se mettre à dégrader. Donc, la protéine va devenir, au lieu d'être de la protéine capturable, entre guillemets, ça va devenir de la protéine soluble qui va s'enlever et s'éliminer par le lactosérum. Donc, qu'est-ce qui est important aussi, c'est de regarder vos ratios gras sur protéines, donc s'assurer qu'on a des ratios constants, parce que ça affecte, votre égouttage, mais aussi des ratios de matière grasse sur protéines peuvent changer la capacité à retenir notre matière grasse, mais aussi causer un peu plus de fines au décaillage, puis aussi dans le début de l'agitation après le décaillage. Donc, qu'est-ce que aujourd'hui on va focuser plus? Ça va être sur ces quatre prochains points-là. Donc, les gels fromagés. Donc, c'est important de faire un bon gel qui est rendu fromageable. Faire attention à ne pas trop dénaturer notre lait. Ou si on dénature notre lait, on veut s'assurer dans le fond de le refaire une fromageabilité par soit une prématuration ou une meilleure maturation ou une meilleure préparation des laits. Un autre point qu'on va vraiment regarder aujourd'hui qui va être important, c'est la fermeté du gel au décaillage. Donc, c'est un peu la technologie entière de coagulance et focuser sur ça. Donc, en fonction de la technologie fromagère, on va couper. Parfois, si on coupe à la mauvaise fermeté, on peut entraîner de la perte matière. Donc, de la perte matière sèche comme de la matière grasse ou créer plus de fibres. Euh, donc, avoir des moins bonnes récupérations de matière protéique. Donc, une autre chose qu'on va voir un peu plus loin aussi, c'est le niveau de remplissage de notre cuve. Si on remplit notre cuve différemment,
on a une dynamique de décaillage qui est complètement différente et qui peut avoir, dans le fond, des impacts si on ne modifie pas nos programmes de coupe. Donc, on va voir ça aussi plus loin. Et la dynamique de décaillage en soi, on va rentrer un peu plus en détail. Il y a plusieurs paramètres qui sont importants, le type de cuve, etc., mais on va voir ça un peu plus loin. Le temps de brassage est important aussi. Donc, quand on décaille, on ne va pas brasser violemment juste après. Notre grain qui vient fraîchement découpé, lorsque les pelles vont attaquer là-dessus, ben, ça se peut que notre grain éclate si on est trop violent. Donc, il y a comme un juste milieu entre brasser assez pour remonter le cahier, pas faire des mottes, puis brasser pour ne pas éclater notre grain. Donc, après, c'est sûr que les types de présure ont un impact parce qu'une présure plus spécifique peut aider à augmenter le rendement. Mais j'en parlerai pas. Ça, il y a déjà eu une conférence qui a été faite en 2022 au CEFQ. Donc, c'est dans les causeries du CFQ. Je crois que c'est novembre 2022. Corrigez-moi si je me trompe. Et il y a aussi un autre paramètre qui va être important, c'est l'affûtage de vos couteaux. Ben, on l'entend parfois pas assez souvent, mais les couteaux qui sont pas bien affûtés augmentent aussi. On va pousser le cahier au lieu de le couper et on va augmenter les fines et la matière grasse dans le lait. Donc, la rentabilité de votre fromagerie est vraiment dépendante de ça. Parce que si la matière première que vous avez achetée dans votre lait, vous l'envoyez dans le lactosérum par une mauvaise rétention de la matière grasse parce que je décaille trop ferme ou tout ça affecte à quel point je suis capable d'avoir une rentabilité dans ma fromagerie. Donc, ça a un impact sur la matière grasse, la protéine aussi. Donc, ici, on a prouvé, juste pour vous montrer. Donc, ça, c'est des fermetés en Pascal. Donc, on part d'une fromagerie qui était autour de 180 Pascal en fermeté et qui a monté jusqu'à 260. On voit qu'il y a une corrélation, en fait, plus on décaille mou, plus on a tendance à avoir une meilleure récupération de la matière grasse. Même chose pour la protéine, plus on va décailler mou, donc 180 c'est plus mou que 260, on va avoir un meilleur coefficient de récupération de matière protéique. Je voyais qu'il y avait des chats. Est-ce qu'il y avait des questions dans le chat? Non? Bon, je te laisse gérer Euh, ça, Maryse. le temps que j'enlève le micro. Non, c'est bon, c'est moi Oh, qui ai confirmé ton affirmation sur la causerie de novembre 2022. d'accord, c'est bon. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est important. On a une expertise humaine. Donc, naturellement, on a une variabilité. Moi, j'ai pas pris mon café le matin. J'ai pas fait de cuve de parmesan, ça va faire 4 mois. J'en fais une par mois. Ça a tout un impact. Notre expertise, en fait, est relative. On va être sujet à plusieurs trucs qui vont être des excitants dans l'environnement, etc. Donc, on est affecté par ça. Il y a un pasto qui est en train de sonner, qui est en diversion. Je suis en train de faire coaguler quelque chose. On est tout le temps un peu d'un bord de l'autre quand on est en fromagerie. Donc, une expertise humaine a une variabilité. Donc, nous, on applique souvent une stabilisation en première étape. Donc, on prend, en fond, la moyenne de notre expertise humaine en Pascal, en fermeté au décaillage, et on va la standardiser pour lisser notre variabilité. En troisième étape, on peut faire une optimisation parce que souvent, avec expérience, je me déplace en fromagerie et je me rends compte que on a tendance souvent à décailler soit trop ferme. C'est plus souvent le cas trop ferme que trop mou à date. Donc, cette optimisation-là permet d'améliorer et de réduire la variabilité. Donc, on peut réduire, notre variabilité de rendement. Et je me rends compte que j'ai oublié, ça c'est yield, donc rendement. Et on va aussi stabiliser avec le coefficient. Dans le fond, notre variance, les lots plus secs souvent vont être un peu plus atténués. Ce qui veut dire que si on veut réduire la variabilité, on peut aussi forcer un petit peu l'humidité pour aller chercher quelques dollars de plus. Donc, quand on a un meilleur contrôle de notre production. Donc, on va décortiquer les étapes de coagulation. Euh, Puis, n'hésitez pas à m'arrêter entre-temps.
Donc, une des premières étapes, c'est vraiment la préparation de nos laits. Donc, la standardisation de la préparation, vraiment, c'est le cœur de métier, le cœur de l'usine, souvent. C'est important de s'assurer que lorsqu'on travaille en lait entier, on va avoir de la variabilité naturellement parce que, on est directement dépendant de la composition en gras, en protéines du lait qui arrive dans nos cuves. Donc, c'est important d'avoir un peu plus de connaissances techniques, puis aussi de capacité à compenser, sans non plus compenser trop vite, pour arriver à des écoutages qui sont beaucoup plus uniformes. Parce que plus notre lait va être riche en gras, plus l'humidité est bloquée généralement dans le gel. Puis plus on va avoir un niveau d'enrichissement. Exemple, si moi je décide de rajouter du lait UF, de la MPC, peu importe, des ingrédients laitiers, c'est possible que ça affecte comment ça va coaguler. Donc, mais en fait, c'est pas possible, c'est directement relié. Euh, Si je rajoute du lait UF, c'est vraiment là, je rajoute la capacité je rajoute des protéines structurantes, donc des caséines avec des minéraux. Et de la NPC, ça va être la même chose. Puis, sinon, si j'utilise la WPC, ben là, je vais bloquer de l'eau à l'intérieur. Ça va réagir différemment. Donc, c'est important de savoir que ces paramètres-là influencent ma coagulation et il faut la maîtriser. Donc, la température de pasto ou traitement thermique va vraiment avoir un impact aussi, bien sûr. Si on travaille en lait cru, comme on va avoir en Europe dans les fromageries qui travaillent en comté, en morbier, etc., eux, quand ils vont faire les tests, sur le reblochon ou quoi que ce soit, euh, ils ont une variabilité naturelle. Des fois, c'est partiellement écrémé, puis c'est à peu près la seule chose que souvent la OP permet pour standardiser notre gras sur protéines. Donc après, on va ajuster dans le fond les fermetés, etc. Mais ça va être très différent d'une pasteurisation ou d'une d'un traitement thermique technologique pour dénaturer plus de protéines de lactosérum. Euh, tout ça, ces températures-là ont un effet direct sur notre coagulation. Puis aussi, un paramètre, il faut faire vraiment attention aux diversions parce que plus notre lait en pasto HTST revient sur lui-même et refait une boucle, plus on dénature dans le fond la partie du lait. Ça affecte généralement notre égouttage, etc. Donc, on crée de la variabilité de plus. Les prématurations de lait, malheureusement, pas encore beaucoup fait en Amérique du Nord. Euh, il y a certaines entreprises qui vont le faire, mais la prématuration, c'est vraiment prendre le lait, on va faire un premier traitement thermique dessus, on va rajouter du chlore de calcium pour compenser les minéraux perdus dans l'HTSC et solubiliser. On va rajouter souvent des ferments à l'intérieur pour aider à préacidifier un peu, mais c'est surtout qu'on le fait ça pas à 4 degrés Celsius, mais entre souvent 8-12 degrés Celsius, parfois un peu plus élevé. Mais ce que ça fait, c'est qu'on recrée en fait les casines qui se sont solubilisé quand on était à 4 degrés Celsius, la pasteurisation qui a donné un autre coup de hache dedans. Le tout, lorsqu'on fait une prématuration, c'est on recrée de la fromageabilité. C'est vraiment, on va reminéraliser nos laits, nos caséines à l'intérieur, recréer des caséines plus grosses, plus capables de créer des gels forts et qui sont capables de bien coaguler ensemble. Donc ça a un impact directement sur comment on récupère notre matière. Malheureusement, comme je dis, c'est beaucoup fait en Europe, pas encore beaucoup au Canada ou aux US. Donc après, il y a une autre chose qui peut arriver, c'est que certaines fromageries qui vont travailler souvent en feta, des bleus, des fromages frais, on va utiliser l'homogénéisation partielle du lait ou seulement l'homogénéisation de la crème pour aider un peu au bleu d'avoir une coloration plus blanche, etc., pour garder plus de matière aussi. Donc on augmente généralement notre rétention de matière grasse dans les fromages quand c'est partiellement homogénéisé, mais on a tendance aussi à dégrader un peu notre gel. Puis ça va affecter comment on va récupérer notre matière si on ne le reminéralise pas, si on ne le retravaille pas par la suite. Donc, si on regarde l'enrichissement des protéines,
l'enrichissement des protéines sur une courbe de coagulation, on va la voir directement. Donc, le lait de référence, lui, en bleu, en teal, on va avoir une coagulation, mais lorsqu'on rajoute de la protéine, on va avoir une augmentation, de la vitesse maximum. Donc, si on regarde, le lait de référence était autour de 0,8, puis 1 pour la vitesse de rajouter en 1% d'MPC. Et ça augmente encore plus pour un lait qui a 2% d'MPC à l'intérieur. Donc, MPC, désolé, Milk Protein Concentrate. Donc, pour ceux qui n'utilisent pas des poudres. Donc, ça, c'est la version en poudre. Et ça serait la même chose en lait UF. La grosse différence, c'est, bon, je n'ai pas parlé là-dedans, je n'ai pas regardé le temps de réhydratation. Il y a un paquet de choses qu'il faut faire là, pour s'assurer qu'on ait une bonne réhydratation des poudres. Mais ça a un impact sur notre coagulation. La maturation et l'emprésurage, qui est vraiment le cœur de métier du fromager, s'assurer qu'on est constant dans cet impact-là. L'impact de la dose de coagulant est drastique. Donc, quand vous faites une approximation, que vous avez un pichet qui a une graduation approximative dessus et qu'à un moment donné, surtout plus la cuve est petite, plus que ça s'envenime, donc plus la variabilité est élevée. Plus les cuves sont grosses, bon, on a souvent un petit peu plus de marge de manœuvre là-dessus, mais pareil, c'est important d'être assez constant en dose de présure. Bon, non, je suis en pourcentage volume-volume, là, mais c'est juste pour donner une estimation. Donc, si on passe d'une dose à 0,02 de volume-volume, c'est assez lent, puis on voit que ça a un impact. On fait à peine doubler le volume, ça augmente drastiquement la coagulation. On rajoute simplement un autre 0,2, ça augmente, etc. Donc, on voit, ça va être la même chose, ça va avoir un impact sur notre vitesse max de coagulation. Donc, la dose de notre coagulation, de notre coagulant, c'est important de la valider avec votre fabricant de présure. Lui, il connaît si votre fromage est dans la zone de REM 4, entre guillemets, là. Allez voir l'ancien de 2022, novembre 2022. Donc, il y a plein de trucs qui vont avoir un impact sur comment ça va coaguler. Le type de présure, bien sûr, on va le voir plus tard, mais ça a un impact. Donc, si j'ai une présure naturelle versus une chymosine fermentaire versus une présure d'origine microbienne, en fait un coagulant d'origine microbienne, euh, tout ça va avoir un impact. Donc, ça va impacter comment ma fermeté va arriver, mais aussi, ça n'a pas juste un impact en fermeté de gel, mais aussi, comme vous savez, dans l'affinage. Donc, si vous faisiez de la pâte molle, en pâte molle, votre présure a 45% de votre protéolyse primaire est due à votre présure. Donc, c'est important d'avoir des bonnes présures ou de sélectionner la bonne qui ne va pas non plus trop vous dégrader votre produit trop vite. Donc, la température aussi a un impact. Vous le voyez quand vous faites vos tests. Donc, si vous êtes plus chaud, des fois, ça va aller plus vite. Donc, c'est vraiment directement corrélé là-dessus. Donc, 1 degré, ça a un impact. Puis, ça a un impact aussi sur votre vitesse. Donc, si vous êtes à 31 versus vous êtes à 33 d'habitude parce que votre pasto était plus chaud aujourd'hui ou il y avait, la dernière fois, il y avait le CIP qui était en train de tourner en arrière. Tout ça, c'est des choses qui ont un impact sur l'effet de température. Donc, c'est important de s'assurer qu'on maîtrise notre température ou qu'on doit compenser avec plus de connaissances ou une technologie comme le Coagulance. Euh, L'effet de la dose de chlorure de calcium aussi a un gros impact. Donc, quand j'ai des fromagers qui arrivent avec un pichet puis qui donnent une approximation, c'est généralement pas bon signe parce que ça a un gros impact sur votre vitesse de coagulation puis votre fermeté qu'il va avoir. C'est sûr que plus vous le mettez tôt dans votre procédé, plus il y a un effet bénéfique sur votre coagulation, votre fermeté maximum. Mais si vous le mettez plus proche de l'emprésurage, généralement, c'est plutôt pour réduire la dose de présure parce que ben, ça va coaguler plus rapidement, mais on ne va pas améliorer notre fermeté en soi. Donc, il y a différentes écoles de pensée là-dessus, mais je ne suis pas là pour discuter
des écoles de pensée de chacun. Olivier, j'aurais peut-être une question. Vas-y, vas-y. Tu te donner le temps de prendre ton souffle. Dis-moi, est-ce qu'il y a un type de fromage pour lequel il serait plus important d'avoir un coagussance qu'un autre type? Est-ce que vous avez vu les bénéfices plus sur certaines technologies que d'autres? On a eu des bénéfices à peu près dans toutes les technologies à date. Lactique, j'ai pas encore fait d'expérience sur les lactiques, mais en pâte molle, on avait un client qui a réduit de presque 45% sa dose de présure parce qu'il était trop dosé. Donc, eux ont la version portable qui utilise en R&D, qui l'utilisait pour ça. Puis pour de l'amélioration continue, stabiliser dans le fond leur prématuration, etc. Mais on a eu des très gros bénéfices dans les cheddar, dans certaines usines. Toutes les technos à date sont applicables parce que plus on varie, si tu as vraiment des bons fromagers qui font la même techno 24 heures, ben pas 24 heures, là, mais toute la journée, qui vont faire toutes les cuves, généralement, et qui touchent à son cahier, généralement, ils sont très bons, ils sont très, très, très alignés. Par contre, plus on a tendance à avoir beaucoup de techno qu'on fabrique en usine, plus on a tendance à avoir de la variabilité dans notre procédé. Donc, moi, à date, c'est plutôt une question volume. Il y a des fromageries où est-ce que quand on est en trop petit volume, le retour sur investissement, c'est plus long. Donc, si le retour sur investissement de l'entreprise est satisfaite avec 2 ans, 3 ans, il n'y a pas de problème. Mais si le retour sur investissement, comme dans le cas d'une PME qui fait beaucoup de volume dans le cheddar, dans les mods ou des trucs comme ça, des fois, c'est 6 mois, c'est rentabiliser l'équipement. Donc, juste en variabilité puis en gain de solide. Ça Good. fait-tu du sens? Oui, parfait. Je te laisse aller, puis on va C'est voir bon. si, comme je vous dis, là, si vous voulez poser des questions, allez-y. J'ai Oui. essayé de D'animer briser. un peu C'est ça, j'ai brisé le cycle, le mais silence. c'est ça. On essaie de faire en sorte que si vous voulez intervenir, il n'y a pas de problème. Donc, Exact. vas-y, Olivier, je te laisse. Donc, un autre paramètre que des fois on a tendance à juste observer, c'est le pH en présurage. Donc, le pH en présurage, entre 6,50, 6,45, ça va encore, mais dès qu'on commence à descendre, ça augmente énormément la vitesse de coagulation. Le Vmax, en fait, augmente beaucoup. Et même autour de 6,30, là, c'est une bombe de rapidité. Donc, il faut faire attention parce que quand on a des fromages comme ça, la fenêtre de décaillage, du moment de décaillage est beaucoup plus difficile à aller chercher. Donc, euh, là, on regarde un paramètre à la fois. C'est pour ça que c'est important que dans votre production, vous soyez plus stable dans les paramètres les plus faciles à maîtriser et que par la suite, vous contrôlez les paramètres un peu plus techniques. Donc, si on regarde l'impact de la fermeté au décollage, c'est sûr que la techno fromagère que vous avez fabriquée, la recette de type de fromage que vous fabriquez, elle a un impact. Parce que moi, mon objectif en pâte molle, c'est de garder de l'eau en dedans. Euh, Ça ne sera pas le même objectif que si je fais un parmesan ou que si je fais un emmental ou un cheddar. Donc, la fermeté, on va l'ajuster en fonction de la technologie fromagère. Donc, même chose, quand notre lait est enrichi, euh, l'impact n'est pas la même. La vitesse de coagulation ne sera pas la même. On a regardé les protéines, ça a un impact assez important. Mais c'est important d'ajuster ce moment-là aussi quand on fait des ajustements technologiques comme un enrichissement dans des laits. Donc, il y a aussi l'impact du tranche caillé. Donc, le type de tranche cahier qu'on va avoir, la qualité des lames, l'affûtage des lames. Il faut faire un affûtage idéalement dans le monde avec des licornes et tout ça annuellement. Au moins au maximum 18 mois. Quand on fait des affûtages trop longs, on commence à perdre beaucoup plus de matière grasse. Notre couteau commence à... C'est un peu comme couper une tomate avec un couteau qui coupe pas. Ça va exploser la tomate. Le jus va sortir. Donc, dans le jus, il y a de la matière grasse, il y a des protéines. Si on coupe avec un couteau qui tranche, on va couper franchement et on va pas avoir autant de pertes. Même chose pour
un fil. Donc, les personnes qui vont travailler avec des fils, souvent c'est des fils de piano, des trucs comme ça. C'est important qu'ils soient, en tension, parce que s'ils sont mous, ben, ça va faire la même chose, ça va couper de croche. Donc, c'est important que les fils soient bien en tension, puis qu'ils soient ajustés. Plus le fil est gros, plus on va avoir de perte de matière à l'intérieur. Plus le fil est petit, on va perdre moins de matière, mais il va péter plus souvent. Donc, il faut avoir un peu un juste milieu entre ça brise et ça perd du rendement. Donc, les vraies lames, qui sont vraiment des lames fabriquées pour pas des flat bars affûtés. Donc, des vraies lames, ça coupe et on a vraiment des très, très, très bons résultats. C'est utilisé dans les robots de décaillage de pâte molle, c'est utilisé dans les lames dans les cuves de haute qualité, etc. Donc, c'est important. Puis aussi, si vous avez des fils de brisés dedans, ça a un impact. Donc, plus vous allez avoir des écarts irréguliers, ben, plus votre taille de grain de caillé au final va être différente, etc. Donc, changer les fils quand c'est le temps. Donc, c'est important, en fait, quand on fait ça, si on n'a pas d'équipement, il faut s'entraîner à faire un bon test de fermeté. C'est vraiment crucial parce que la fermeté avec, là, c'est le test à la poche qu'on fait. On enlève souvent dans le test à la poche, on va enlever la couche de dessus. Dans le fond, cette couche-là est plus froide et des fois la matière grasse qui est remontée, etc. Et le mouvement que je fais avec ma main, que je soulève oui, on a une cassure, mais la cassure, c'est pas ce qui est important. C'est quelle quantité de force que j'applique dans mon poignet pour aller chercher la même fermeté. Donc, on prend tout le temps le même angle d'attaque de la poche, on prend tout le temps enlever tout le temps la même couche de surface. Donc, ce test-là est très, très valable, mais on a quand même de la variabilité par les employés. Chaque personne va avoir son style, etc. Donc, ça, ce qui est important, c'est d'être bien calibré à l'interne. Donc, le coagulance peut être utilisé pour calibrer les personnes, les fromagers. Donc, c'est une des choses qui est intéressante. On avait avec Julien Chamberlain, il y avait eu l'été dernier l'école d'été sur la coagulation. Donc, on a utilisé le coagulance pour un peu comme calibrer tout le monde. Donc, ça veut dire que les fromagers, quand on a des courbes, exemple, ça c'est un fromage random, euh, on a des courbes différentes et dans le monde idéal, toutes nos courbes devraient s'aligner comme la test 1 et la test 2 ici, vraiment très très proches. Ça, c'était le même silo, c'était le même fromager, il y avait les mêmes résultats, il y a des caillots au même moment. Ça, c'était très bien. Ensuite, j'avais d'autres fromagers qui sont arrivés, moins expérimentés. Et en plus, il y avait un lait d'un autre silo. Ben, au début, ça a commencé de la même façon, mais ils ont fini à décailler à fermeté différente. Donc, et la dernière cuve, c'est un fromager qui avait encore moins d'expérience et qui a malheureusement mal homogénéisé sa présure. Lorsqu'il l'a rajouté, il l'a dompé dans un coin de sa cuve et il n'a pas bien homogénéisé la cuve. Il n'a pas brassé assez longtemps. Ça fait une cuve qui avait des spots qui étaient non coagulés, d'autres spots qui étaient trop fermes. Donc, ça, c'est des mauvaises pratiques, entre guillemets, qui arrivent souvent parce qu'on ne comprend pas qu'est-ce qu'on fait nécessairement. Donc, la fermeté, c'est vraiment important là, parce que le test, dans le fond, comment vous en présurez, ça va avoir un gros, gros impact. Donc, ça, c'est une évolution. Avant, on l'observait avec le coagulance, qu'est-ce que ça donnait? Donc, l'expertise humaine a sa variabilité. Et quand on module ça, on ajuste la fermeté pour optimiser, ben, on réduit la variabilité de quelle fermeté qu'on décaille. Et ça a un impact sur comment on va écouter par la suite. Ça va avoir un impact aussi sur comment on va récupérer notre matière grasse et réduire nos films. Donc, la coagulation, le décaillage. On arrive à une autre étape clé et l'impact de la cuve. Donc, vous avez tous des cuves différentes. Euh,
Certains vont avoir des cuves ouvertes à décaillage planétaire ronde, d'autres vont Olivier, avoir des cuves. je Oui, vais t'interrompre un petit peu. On a une vas-y, question vas-y. de Normand. Il attendait que tu finisses Oui, ton emprésurage. Je pense que c'est le temps. Normand, si tu veux y aller, veux-tu la poser toi-même? ben oui, Oui, tout à l'heure, tu as mentionné, on a vu l'image, là, la présentation sur le péage d'emprésurage. oui. Moi, là, mes formations, ils datent de beaucoup plus longtemps que toi. Puis moi, Mhm. à l'époque, on avait des péages d'emprésurage à respecter puis à suivre. Puis je me promène dans les usines, puis ce que je vois en ce moment, là, les emprésurages sont tout le temps minutés, mais jamais vérifiés sur un pH. Les gens, c'est 20 minutes, 20 minutes, une demi-heure. Mais tu sais, Ouais, en cheddar, j'ai dans la tête le 6,51, 6,52 en emprésurage. Tu sais, ouais. puis je me rends compte que c'est généralisé, là. Il n'y a pas grand monde là, qui respecte ça ou qui porte attention à ça, je dirais. T'as raison. Malheureusement, le péage d'emprésurage, qui est un gros point clé, ça a un gros, gros impact. Puis, en effet, il y a du monde qui vont fonctionner 30 minutes de maturation après avoir ajouté les ferments, on ajoute de la présure. Et oui, ça a un gros impact. Tu as des laits qui varient, tu as ton pH. Oui, certaines personnes vont dire, OK, on attend une baisse de pH ou une augmentation d'acidité. Mais en effet, c'est pour ça que les personnes qui vont prématurer souvent vont réduire cette variabilité-là beaucoup. On peut utiliser des fois du CO2 pour ajuster, dans le fond, pour s'assurer qu'on ajuste au bon pH ou on va utiliser des fois, bon, ici au Canada, c'est pas autorisé, mais de la glucoconodétalactone, de la GDL, ou, tu sais, ça peut être un levain. Tu sais, quand on ajoutait des bulk starters, on rajoutait du levain pour ajuster notre pH d'emprésurage. C'est vrai, tu as raison. Il y a trop de laisser aller un peu. C'est un peu comme ce que je disais, on a une baisse de connaissances et des fois on veut simplifier parce qu'on a plus rendu avec des opérateurs en usine que des fromagers nécessairement et ça cause des problèmes. Donc oui. Euh, mais au Puis, moins, si on voit comment ça coagule, on est quand même capable de compenser. Mais tu as raison, l'objectif, généralement, moi, c'était très, très, très précis. On était dans un range de pH d'emprésurage. c'est ça. Puis c'est avec comme là, tu présentes tu sais, un contrôle une mesure de coagulation. Fait que tu peux Mhm. compenser comme ça, mais si t'as pas l'équipement, ça Non. demeure difficile à suivre, tu sais, C'est pour juste, ça que c'est important de ouais, technique, ouais. comme tu disais, là. OK, Ouais. OK. C'est bon. Merci. Plus on réduit les variabilités, plus on va avoir une meilleure uniformité dans nos productions. Ça n'en laisse pas ça va en laisser place pareil parce qu'on a de la variabilité qui est difficile à gérer. Une fromagerie qui est fermière, qui a son propre troupeau, il change un peu son alimentation, ça va changer les protéines, ça va soigner d'un bord de l'autre. C'est difficile à gérer. C'est pas simple. Donc, on était de retour ici après les tests de la poche. On a vu un peu que, OK, l'expertise humaine a une variabilité quelconque, que oui, le coagulant, c'est un outil on peut utiliser pour aider à améliorer, mais l'expertise humaine, il faut qu'on réduise sa variabilité en les formant plus. Donc ça, c'est une partie qui est de plus en plus difficile parce qu'on a un gros, désolé de l'anglicisme, turnover. Donc, on a beaucoup de rotation de personnel en usine. Euh, donc, c'est difficile. Cette formation-là, c'est pour ça qu'un peu que les outils comme ça deviennent de plus en plus pertinents. Ça va être un peu comme un pH mètre, une deuxième phase de pH mètre. Avant, tout le monde faisait ça juste à l'acidité, puis l'acidité a sa place encore, mais c'est beaucoup plus difficile d'être répétable quoique il y a des pH mètres quand ils sont mal entretenus, c'est difficile aussi. Donc, l'impact de la cuve. On revient ici. Votre cuve ronde à décollage planétaire, c'est pas de la même façon que je travaille que si je suis dans une cuve hollandaise. C'est pas la même façon que je travaille si je suis dans une double O qui a le même sens de rotation des couteaux qu'une cuve double O qui a une rotation à contresens.
que c'est la même chose. Les cuves horizontales simple axe, je ne dis pas de marque ou de terme parce que pour être un peu plus neutre. Et même chose, les cuves horizontales à double axe vont avoir différentes réalités de décaillage. Euh, les cuves horizontales simple axe, c'est souvent celles qu'on a le plus de difficultés mais c'est les plus populaires. Euh, Lorsque notre gel est à l'intérieur, est en train de coaguler, nos couteaux, lorsqu'ils partent, et surtout qu'ils sont souvent sous des gels très fermes, le gel va se mettre à tourner en même temps que les couteaux. Donc ça, c'est une grosse difficulté que lorsqu'on travaille avec des gels fermes dans des cuves de type horizontal, avec un axe central pour les décaillages. Euh, en bon français, des OST ou des APT, là, des cuves de différentes compagnies. Mais ces cuves-là, il faut vraiment faire attention quand on commence. Décailler souvent plus mou va nous aider beaucoup à être capable de ne pas se faire pousser, de pas pousser notre gel, puis de vraiment décailler franchement. Les cuves double axe sont ils n'ont pas ce mouvement-là parce que c'est comme une double O sur le sens horizontal. Et vu que les couteaux, un, coupent dans les sens inverses, ils ne vont pas avoir cette difficulté-là. Par contre, catching, le prix de la cuve. Donc, il faut tout le temps voir le retour sur investissement. Gros volume avec beaucoup de solides récupérés peuvent être intéressants. Plus petit volume, ça devient difficile à justifier. Il existe aussi des cuves horizontales à bleu ou à cottage qui sont dans le même style. Ça ressemble un peu à une cuve horizontale, mais c'est un tranche caillé géométrique. Dans le fond, on fait des cubes parfaits avec un genre de grande raquette qui va passer tout le long de la cuve et d'autres tranches caillées qui vont aller dans l'autre sens pour couper. Donc, ça, c'est beaucoup utilisé, comme je dis, dans le bleu, dans le cottage. Certaines personnes l'utilisaient aussi dans les pâtes molles, mais ça crée beaucoup de problèmes lorsqu'on remplit des pâtes molles. Donc, chaîne bassine, c'est pour la pâte molle ou un coagulateur, mais on n'en a pas beaucoup en Amérique, au Canada. Euh, donc, la façon qu'on va couper, ça va avoir un impact direct. Donc, le type de tranche cahier, comme je disais un peu plus tôt, là, faut vraiment bien les changer, etc. Le niveau de remplissage de ces cuves-là aussi sont importants. Ça ne se change pas. Lorsqu'on change notre niveau à l'intérieur, il y a un effet un peu colonne de pression, là, mais aussi lorsque nos couteaux, surtout dans les cuves à axe horizontal, un shaft central, euh, quand ça se met à couper, une demi-cuve versus une cuve pleine, ça ne se décaille pas du tout de la même façon. Donc, c'est important d'un peu de faire une réduction, ajuster nos programmes de décaillage en fonction de nos remplissages. Donc, on essaie de prendre des niveaux moyens, puis on crée un programme de décaillage idéalement en fonction de ce volume-là, quand on fait des cuves qui ne sont pas remplies pleines. Euh, Même chose, une cuve remplie complètement pleine, qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on va se mettre à pousser? C'est que tout va suivre. Donc, le cahier, il tourne en rond souvent. Ça veut dire qu'il faut souvent faire des arrêts, il y a plein de méthodes pour y arriver. Par contre, tout un coût en perte de matière dans notre lactosérum. Donc, les cuves ouvertes à décaillage manuel, c'est souvent plus simple à gérer parce que on a le fromager qui est là. Souvent, c'est des outils qu'on peut enlever, des pelles qu'on peut rajouter. Mais c'est important quand même de se créer un genre de protocole de décaillage parce que d'un fromager à un autre, on va encore avoir de la variabilité. Il faut être capable d'observer en tant que fromager, mais aussi d'être capable de respecter un peu des SOP parce que c'est pas parce qu'on veut pas, on veut réduire la complexité ou la tâche du fromager, il faut juste qu'on réduise la variabilité interfromager entre chaque fromager. Donc, même chose, on essaie de retirer graduellement les tranches caillées puis de rajouter graduellement des pelles pour limiter, parce que souvent, les cuves rondes ouvertes, on va surdécailler le centre parce qu'on va avoir trois pans de caillé, de tranches caillées. Puis, il faut à un certain point enlever un des deux tranches caillées qui sont planétaires.
Puis après, on rajoute des pelles, etc. Donc, il y a des façons de travailler pour être quand même homogène. Puis souvent, on s'aide soit d'une poche à cailler pour aller pousser le grain qui n'est pas décaillé vers les tranches caillées. Donc ça, c'est vraiment l'expertise plus manuelle des fromagers. Par contre, quand on est en automatisation, il faut qu'on fasse des paliers de RPM secondes, donc rotation par minute en fonction du temps. Puis, il ne faut pas commencer trop agressivement sur vos gels parce que vous allez déchirer puis augmenter les pertes. Donc, le cahier, il ne faut jamais qu'il soit poussé parce que s'il est poussé, ça veut dire qu'il se fait, dans le fond, le grain de cahier va soit rouler sur les lames ou il va se faire déchirer. Donc, littéralement. Avoir des arêtes franches sur un grain, c'est bon. On veut voir des coups un grain qui a des tranches, des taillants vraiment francs. Parce que quand il est arrondi, ça veut dire que le grain a roulé sur nos lames puis il y a eu plein de fils qui s'est formé. Donc ça, c'est vraiment le B à bas d'un décaillage. Puis après, bon, ben, c'est sûr que notre taille de grain de cahier doit être uniforme, le plus uniforme possible. Puis idéalement, dans la taille de cahier on essaie d'avoir tous en tant que fromager. Donc, si on dit, bon, ben, vous entendez tout le temps grain de blé, grain de maïs, blablabla, l'objectif, c'est que tout le monde, le grain de blé est de la même taille, puis que le grain de maïs est de la même taille, parce que sinon, moi, mon grain de blé, il est des fois différent. Fait que un autre paramètre que j'encourage fortement, et toute personne qui veut mesurer ses pertes, le lactosérum, c'est un des trucs qui est vraiment intéressant à voir parce que si la protéine ou la matière grasse n'est pas dans le fromage, elle est dans le lactosérum. Si c'est pas sinon, c'est des fines qu'on peut mesurer aussi. Donc, votre fermeté au décaillage, je pense que c'est une chose que je me répète. Euh, Oui, non, en fait, je me répète pas tellement. La fermeté au décaillage, ça, comme je disais, ça affecte la dynamique de décaillage. Quand vos couteaux vous commencez plus mou, ben, si vous décaillez plus mou que d'habitude et que vous ne changez pas les paliers de décaillage, des RPM secondes, ben, au final, le grain de cahier va être plus petit. Donc, c'est ça, c'est important de la fermeté au décaillage. Soit vous l'apprenez à faire manuellement le plus possible, parce que oui, on peut utiliser le temps de prise avec un facteur de coupe, mais ça, c'est beaucoup moins précis qu'une fermeté directe, directement mesurée. Donc, soit par un fromager ou par un équipement comme le coagulance, c'est vraiment la fermeté au décaillage a un impact direct de comment votre gel s'égoutte en cuve. Ensuite, ben c'est ça. Si on décaille plus souple, c'est-à-dire plus proche de la vitesse max de coagulation, ça peut aussi entraîner un surégouttage si le procédé n'est pas fait pour un décaillé plus mou. Parce que des fois, on décaille, puis le gel n'est pas prêt, ben finalement, vous allez surégoutter. Même si vous arrêtez, dans le fond, de décailler plus tôt, ça se pourrait que vous surégoutez un peu. Donc, juste pour vous donner, là, ça a l'air de gros barbeaux, là. Ça, c'est souvent ce que mes tableaux ressemblent. Euh, les... Ça, c'est une fermeté d'écaillage en fonction de la technologie fromagère. C'est à titre indicatif, ce n'est pas du tout. Il faut l'adapter à toutes les fois. Donc, c'est vraiment juste un type d'exemple, comme je dis. Et il faut qu'on la valide en fonction de votre enrichissement dans le lait, de votre composition des laits. Vous êtes en Jersey versus vous êtes en Holstein, vous allez avoir des interactions différentes dans votre lait. Donc, il faut quand même voir ça un peu comme juste un, un estimé. Donc, souvent, les fromages de pâte pressée cuite qu'on veut égoutter fortement, on va décailler tôt. Donc, on va souvent décailler plus proche de 70 pascal, plus ou moins. Et après, si, mettons, on est dans les coins des types cheddar, on va souvent être autour de 150, 120 pascal. On a de l'optimisation à faire ici. Puis, dans les fromages type continental, c'est-à-dire les Gouda, les Maasdam, etc., dans les fromages plus hollandais, etc., c'est souvent autour de 170-180 pascal en fermeté, vu que le coefficient sont là en quelque chose comme ça. Les pâtes filées avec des laits enrichis à plus que 3,8 ben eux, on est souvent autour de 180 pascal.
Puis les pâtes molles, on est souvent autour de 250 pascal. Fait que la logique de pâte molle, on décaille ferme, pâte ferme, on décaille mou, ça a du sens. On le voit ici. C'est la même chose, en fait. Souvent, les pâtes pressées cuites, on est souvent autour de l'optimum d'égouttage, c'est-à-dire la vitesse maximum pour aider à notre égouttage, mais aussi pour que c'est là qu'on a les meilleures récupérations de matière et de guérison du grain caillé. Donc, juste pour regarder, ça c'était un exemple que j'avais fait dans le passé avec des fromageries. Eux décaillaient avec des paliers de RPM. Puis, dans le fond, on a le temps où est-ce que les fromageries, elles, il y avait juste 3 paliers de décaillage. Puis, ils décaillaient sur presque 20 minutes. Fait que ça faisait qu'au final, le cahier était pas génial. Euh, Si on regarde, mettons, ça c'est le décaillé initial. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je prends du grain caillé de la cuve, je l'égoutte dans une passoire, puis je le mettais dans un cul de poule pour me donner un estimé avec une règle. C'est la façon low budget qui donne des résultats et c'est juste pour une appréciation de ma taille de grain caillé. Donc, on voit que au départ, j'avais vraiment des gros chunks, des petits chunks et c'était pas très uniforme. Donc, après un essai, on a fait des améliorations. Dans le fond, on a fait un décaillage 2. Je pense que je n'ai pas écrit les bons termes, là, mais décaillage 1, ça, c'était le décaillage 2. Et lui, c'est le décaillage 3. Donc, lui, on commençait plus doux. Puis, ce que ça fait, dans le fond, c'est vraiment que nos paillets ont aidé à réduire la poussée de grain de caillé. Parce qu'avant, le grain se faisait pousser presque tout le long du début. Euh, donc, il faut changer nos paliers de RPM puis nos paliers de temps pour que notre cahier soit pas poussé, notre cahier soit coupé. Puis, c'est pas bon non plus de décailler trop longtemps. Plus on va avoir un cahier qui va être gros, moins on va avoir perte de gras. Dans le fond, le gras est souvent perdu sur l'endroit où est-ce qu'on décaille. Et plus on va avoir fait de gros grains arrondis, plus on va avoir de fines dans notre lactosérum. Donc, c'est important lorsqu'on fait des modifications de un peu donner des commentaires à toutes les fois à nos cuves. Puis, c'est bon pour nos fromagers qui créent des commentaires sur son décaillage, même si on sait qu'il y a beaucoup de temps nécessairement entre chaque fromagerie, entre chaque cuve. Mais c'est bon en fait de faire surtout en partie dans les services techniques, ça c'est nécessaire à faire. Donc, est-ce qu'il est poussé? Est-ce que le grain il est coupé franc? C'est quoi la couleur de mon lactosérum? C'est tous des indicateurs, même si je n'ai pas de FT 120 pour faire mes analyses ou de FT1, FT2, FT3. euh, il faut qu'on observe. Il existe plein d'instruments qui ne sont pas chers là, pour analyser le lactosérum, mais en observation, si on a un lactosérum qui est opaque et blanchâtre, ça veut dire qu'on a perdu beaucoup de choses dans notre lactosérum. Donc, c'est la même chose. Dans l'essai 1, on avait une meilleure homogénéité puis un lactosérum qui était mieux, mais encore un peu trop blanchâtre. Puis dans l'essai 3, on a un cahier qui était non poussé et qui était coupé franc. Donc, on a fait juste des modifications, dans le fond, le temps, où est-ce qu'il était à 4 RPM, etc. Donc, ça, c'est des choses qu'il faudrait que vous fassiez quand vous faites des modifications dans vos cuves ou que vous voulez optimiser vos rendements. Donc, dans mon cas, moi, ça donnait, on voulait avoir un grain de cahier plus petit parce qu'on voulait goûter plus, puis un grain qui était uniforme en égouttage. Donc, j'avais vraiment des arêtes franches là-dessus, puis c'est plus difficile à voir sur une photo, là, mais en vrai, ça se fait bien. Puis une autre chose que je recommande, qui est low budget, facile à faire, qui coûte pas cher, qui est simple et qui rend les fromagers vraiment autonomes à comprendre qu'est-ce qui se passe dans la cuve, comment que j'ai décaillé, j'ai-tu fait beaucoup de fines ou pas, c'est les cônes IMOF. Donc les cônes IMOF, c'est une version simple qui donne une indication de la qualité de mon décaillage sans nécessairement donner la perfection. Dans le monde idéal, je ferais des extraits secs des fines en fonction du litrage, etc., pour avoir combien j'ai perdu dedans. Mais si on veut une information en 60 minutes, ça se fait très bien. On a 3 cônes IMOF de 1 litre qui sont utilisés aussi pour faire décantation, sédimentation d'eau usée, plein d'affaires.
On n'utilise pas ceux des ionisés, on sait bien. On utilise le même pour le lactosérum. Donc, l'objectif, c'est vraiment, on prend 3 litres, on les met dans les 3 cônes IMOF d'1 litre. Et après 60 minutes de décantation, on va avoir la poussière dans le fond de la fine qui va apparaître. Donc, cette poussière-là, on a des millilitres où est-ce qu'on peut donner, bon, mais ça va donner une graduation en millilitres par litre de lactosérum. Est-ce que vous avez des questions? C'est le temps d'y aller. Bon, le temps que les gens se préparent, Olivier, petite question, selon toi, ben, avec ton expérience sur les sites, est-ce que les gens en général vont utiliser le coagussance tout le temps en continu ou s'ils vont l'utiliser quand ils font des essais, ils font des ajustements? Il y a plusieurs façons de faire. Moi, à date, j'ai beaucoup de fromageries qui vont fonctionner en fonction d'un silo de lait. Donc, ils vont faire la cuve d'un silo de lait, des premières cuves d'un silo de lait. Généralement, la première, la deuxième, parce que la première, souvent, l'équipement est froid, blablabla. Et le silo, bon, mais le temps qu'il y ait les pousses à l'eau qui soient partis. Donc, ils font souvent la un et la 2. Puis par la suite, ils vont prendre ce temps-là pour uniformiser leur cuve. C'est ce qu'on fait souvent dans les usines où ils vont faire des fromages en lait entier ou des fromages qui sont pas nécessairement standardisés à part en gras sur protéines. Dans d'autres cas, qui vont faire beaucoup de technologies variées, ils vont faire 100% des cuves parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait plus de récupération puis plus de revenus en faisant toutes les cuves. Et après, ça aussi, ça dépend, tu sais, est-ce que j'ai le temps de faire toutes ces manipulations-là? Ça prend un certain temps. Mais c'est plus précis. Donc, il y a plusieurs alternatives. Il y a certaines personnes qui font chaque cuve, d'autres personnes qui font un cuve par silo ou par ingrédient laitier qui change. Puis, il y en a d'autres qui vont faire de la R&D. Donc, ils vont juste améliorer le truc. Par contre, souvent, la problématique, c'est si on n'a pas de façon d'ajuster, parce qu'il faut vraiment ajuster comme en fonction de la standardisation de notre lait qu'on va faire. Si on a beaucoup de variabilité, ben, il faut qu'on le sache. Fait que moi, j'avais des personnes qui avaient la version Flex qui utilisaient à tous les jours, mais juste pour restabiliser, revérifier qu'on est en contrôle de notre production. OK. D'autres Et questions? puis, tu as parlé du temps. En général, combien ça prend de temps faire une analyse, mettons, Ça prend le temps de la par cuve? coagulation. Oui. Donc, faire la manipulation, c'est pas très long, là. Dès que notre cuve est... En fait, il faut que notre porte-échantillon soit dans l'équipement puis à la température. Après, c'est de prendre un échantillon de lait après avoir emprésuré puis homogénéisé. Ça, c'est quelques secondes. Et démarrer le test, après, on le voit en parallèle. Donc, souvent, en fonction de la techno, ça va être sur 30 minutes, sur 45 minutes. La majorité du monde, c'est inférieur à 30 minutes, disons. Sauf en lactique, mettons dans les fromages type lactique, où est-ce qu'on va faire des coagulations qui sont plus longues. Hum. Écoute, je vois. Ah oui, je vois une petite main levée, là. Monsieur Boisvert. Oui, bonjour. Moi, ma question est pour le coagulance. En Oui, fromagerie, il y a plusieurs types de fromages. Est-ce qu'on peut rentrer en automatisation plusieurs recettes dans le coagulance? absolument. Dans le fond, l'équipement on peut ajouter le type de recette. euh, on peut rentrer un paquet de recettes. C'est un fichier où est-ce qu'on peut ajouter nos fermetés adaptées à chaque type de fromage. C'est vraiment, même, on va choisir les cuves. Des fois, certaines cuves vont avoir des variabilités, etc. On peut dire, bon, mais cuve OST 1 ou double O 1, on va la faire différente pour que, on va faire comme des recettes différentes en fonction de ça, ou un litrage différent. Tu sais, ça peut être le même cheddar, mais à 3 litrages différents pour dans le fond, on décaille au bon moment. Et même chose dans les RPM, souvent, ils sont ajustés en fonction des volumes. Ma deuxième question est quel est le support pour coagulance lors de si jamais on se procure la machine?
Il y a plusieurs versions. Moi, généralement, je suis la personne qui va en usine pour aider à implanter le truc. Il y a des personnes des usines qui veulent pas qu'on ait à l'intérieur des multinationales. Souvent, eux vont faire leur propre truc à l'interne. On va les former eux-mêmes sur la machine. Donc, par défaut, tout équipement analysé, acheté, dans le fond, est formé. Il faut absolument qu'on fasse une formation. Là, on ne vous laisse pas aller comme ça. Ça serait pas très intéressant. Euh, puis après, on regarde la réalité de l'entreprise est différente pour chaque cuisine, donc on peut donner du service de plus. Donc, moi, s'il y a de la migration, on veut faire juste la formation sur la machine ou on veut faire de l'optimisation, on peut rentrer et discuter avec ça. On travaille aussi avec des personnels, autant en Europe qu'au Québec, qui peuvent aider aussi. D'accord, merci. C'est bon? C'est bon. Pour l'instant, je D'autres vois pas d'autres questions? questions. Mhm. Ça a l'air complet. On peut tranquillement peut-être passer ouais, toujours pas. Tu sais, des fois, le temps d'écrire, je vais Ouais. tranquillement, là, mais là, je vois pas de main levée ni de. Mais de toute je- je- façon, s'il y a des personnes qui ont des questions, qui veulent discuter, Mhm. mon numéro de téléphone est affiché et mon courriel est là. N'hésitez pas à contacter. Ça me fait plaisir de discuter, puis même de planifier des démos pour voir comment que ça fonctionne dans votre réalité.